vous étiez où en 2006 ? Pour certaines et certains, vous me répondrez sûrement « pas né ». Pour d'autres, l'année 2006 a été une année pleine d'événements et de rebondissements. Pluton n'est officiellement plus une planète. Le réchauffement climatique devient une réalité dans l'opinion publique avec la sortie du très controversé « Une vérité qui dérange ». La Corée du Nord fait ses premiers essais nucléaires. En France, des millions de jeunes sont dans les rues contre le contrat première embauche. Steve Irwin, l'icône de la vulgarisation animalière, nous quitte tragiquement. Scorsese sort Les Infiltrés. La sonde spatiale américaine Stardust retourne sur Terre avec sa précieuse cargaison de poussière de comète. Les Heat de Miami remportent la saison de NBA. Une petite boîte de la tech nommée sobrement Twitter fait son arrivée dans le domaine public, s'apprêtant à changer le monde. Et lors de la Coupe du Monde de football, Zidane fait son comeback pour montrer au monde entier que si les Anglais ont inventé ce sport et que les Brésiliens l'ont popularisé, c'est bien le capitaine de l'équipe de France, le roi de la discipline. Je pourrais continuer des heures, rien que sur l'année 2006. Entre événements positifs, conflits géopolitiques, catastrophes naturelles, affaires de dopage et de matchs truqués dans le sport. Cette année a été un tournant majeur, prenant un virage clair vers une société plus médiatisée, tournée de plus en plus vers l'information instantanée et des réactions dans l'émotion. Ce fut une année spéciale pour la jeunesse qui devait construire les fondations de son futur sur des bases de plus en plus mouvantes. Jeunesse qui jouissait encore d'une liberté loin de la sollicitation permanente et anxiogène des réseaux sociaux. En 2006, les jeunes sont obligés de se rencontrer dans la réalité et de s'organiser pour profiter de moments ensemble et interagir. On sort au cinéma entre amis, voir Pirates des Caraïbes, Fast and Furious Tokyo Drift ou V pour Vendetta. C'est l'époque où on se réfugie dans la musique. On écoute West Side, le dernier album de Booba, Get Rich or Die Trying de 50 Cent, sorti plus tôt mais toujours bien présent. On écoute Dans ma bulle de Jams, Linkin Park, Green Day et David Guetta commencent à exploser. C'est l'époque du « nous contre le monde ». Les premières cigarettes, les premières bières entre copains, MSN, les jeux vidéo dans la chambre, portes fermées. On s'évade sur Oblivion, on cruise en lowrider sur GTA San Andreas. On se rejoint en groupe de potes pour s'affronter dans des tournois inoubliables sur PES 6. On prend l'Inter Milan pour profiter de son attaquant phare, ce géant brésilien, monstre de puissance et de détermination. Celui qui terrorise les défenseurs, casse les filets et sanctionne les gardiens de but. Celui qui sera sûrement le plus grand attaquant de tous les temps, qui viendra remplacer le déjà légendaire Ronaldo R9. Celui dont l'avenir, le succès et la grandeur sont toutes tracées. À moins que la réalité, dans ce qu'elle a de plus violent, ne heurte la sensibilité du jeune homme et balaye tous les espoirs placés en lui. Que le passé, l'environnement, les failles émotionnelles et un deuil non résolu viennent bouleverser la trajectoire pourtant pleine de promesses du Brésilien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous présente la carrière tragique du grand Adriano. Vous écoutez Éternel. Avant de commencer, petit disclaimer, veuillez d'avance pardonner mon portugais brésilien catastrophique. Bonne écoute. Adriano Leite Ribeiro, né le 17 février 1982 à Rio de Janeiro, dans la célèbre favela Vila Cruzeiro. Une favela située dans le quartier de Penha, à l'est de Rio de Janeiro. Un quartier marqué par la pauvreté et les conditions de vie difficiles. Il vit avec son père, Almir Leite Ribeiro, dit Mirinho, sa mère, Rosilda Leite Ribeiro, et sa grand-mère, Dona Wanda, très présente dans son éducation. C'est une famille soudée et aimante, vivant dans un contexte et des conditions économiques très compliquées. La favela Vila Cruzeiro est un environnement très difficile, impacté par la pauvreté, la violence et des ressources limitées. Comme souvent, quand on est enfant, on ne voit la vie qu'au travers du prisme de l'innocence. Le petit Adriano est heureux et aime jouer avec ses copains du quartier au football. Ce célèbre jeu qui ne nécessite qu'un ballon, qui peut se jouer avec des amis et 2 objets en guise de cage de but, mais aussi seul, avec un mur, en jonglant ou en dribblant. Les combinaisons sont infinies. On peut jouer des heures durant, sans voir le temps qui passe, rêvant d'être un jour le héros d'un soir de l'équipe nationale à l'instar des glorieuses icônes du passé. Le ballon devient alors un emblème, un symbole, une incarnation de l'espoir, une échappatoire à un quotidien imparfait. Le petit Adriano en tombe amoureux. Il vit et vibre au football et très vite montre plus que de l'intérêt pour ce sport. Il veut lui dédier son temps, son quotidien, sa vie. En particulier sur le terrain de Odem y Progresso. Pour entrer et sortir de Vila Cruzeiro,
il faut passer devant cette place forte. Le football s'impose donc naturellement dans la vie des jeunes du quartier. Sa famille, bien que limitée financièrement, fait tout pour soutenir son talent. Ils économisent afin d'inscrire le moment voulu en centre de formation. Tous les samedis, son père a la même routine. Il se lève tôt et va directement sur le terrain pour jouer au foot avec les voisins de la favela, entraînant son fils dans cette coutume hebdomadaire. À l'époque, leur équipe amateur s'appelle Hang. Pourquoi ce nom ? Personne ne sait, mais ça ne compte pas vraiment. Ce qui compte le plus, c'est de fièrement représenter les couleurs jaune et bleu du maillot. Même bien après être allé en Europe, il n'abandonnera pas les matchs de la Várzea, comme on les appelle au Brésil. Mirinho, son père, est une figure respectée de Vila Cruzeiro, un leader naturel, le genre d'ancien du quartier montrant l'exemple. Le football, c'est son langage, son âme sœur, son moyen de rassembler, de fédérer. Et surtout, un outil pour tenir les enfants à distance de ce qui peut les perdre. Mirinho a une mission simple, empêcher les gamins de la favela de s'égarer. Les attirer vers le ballon, les garder sur le terrain plutôt que dans la rue. Il ne veut voir personne faire de bêtises, encore moins décrocher de l'école. Son combat est donc quotidien pour ne pas les voir sombrer dans la facilité, la violence ou de se perdre dans la boisson, fléau de la jeunesse égarée. Son père buvait, beaucoup, un alcoolisme qui finira par l'emporter. Alors quand Mirinho voit des enfants boire, il n'hésite jamais. Il renverse les verres, il jette les bouteilles à terre, un geste brutal mais instinctif. Mais dans ce quartier-là, ça ne suffit pas. Même son fils n'y échappera pas. Il se fera surprendre un jour sur le terrain lors d'un match dans la favela. Chaleur, feu d'artifice, barbecue organisé pour fêter un événement. Adriano, 14 ans, se fera surprendre par son père, avec un verre de bière à la main, rendant Mirinho fou de rage. Peu loquace, tout ce qu'Adriano apprend de son père, il le voit à travers ses actions et ses gestes. Il n'y a pas de grande conversation, pas de leçon de morale, pas d'effusion de sentiments, non. Sa droiture quotidienne et le respect que les autres lui vouent sont ce qui impressionne le plus son fils. En 1992, lors d'une fête à Cruzeiro, une fusillade éclate et son père est touché en pleine tête par une balle perdue, le blessant gravement. Le projectile reste logé dans son crâne. Il survit, mais les séquelles qui en découlent empêcheront ce dernier de travailler normalement, plongeant un peu plus la famille dans de lourdes difficultés économiques, sa mère portant à elle seule le fardeau du foyer. Malgré le traumatisme de cet événement, Adriano, 10 ans, persiste. Il sera footballeur. Il le sait, le ressent et continue de jouer à ce jeu qui lui est cher et rend heureux son père. Entre 1997 et 1999, il intègre les équipes jeunes de Flamengo, l'un des clubs les plus populaires du Brésil. Il se situe à près de 50 km à l'ouest de la favela. Mais ce n'est pas un problème, car ses proches feront tout pour aider le jeune prodige à réaliser son rêve. Il commence défenseur arrière gauche, mais son talent, son physique, sa puissance innée et son sens du but l'amènent très vite à être repositionné à la pointe de l'attaque, où il se fera rapidement remarquer. En 2000, il commence sa carrière professionnelle avec Flamengo, son club formateur. Il dispute son premier match contre Botafogo le 2 février et marque son premier but le 6 février contre Sao Paulo, démontrant toutes ses qualités au grand public. Le jeune Adriano pèse sur les défenses par sa puissance physique et sa présence dans la surface. Il contribue énormément en attaque et attire vite le regard des clubs du monde entier. Il est immédiatement remarqué par le sélectionneur de l'équipe nationale et joue dans les compétitions sud-américaines en U20, les moins de 20 ans. L'histoire est en marche. En 2001, le rêve prend forme. À seulement 19 ans, il est transféré dans le championnat italien, aussi appelé Calcio, et rejoint l'équipe de l'Inter Milan, prestigieuse écurie transalpine. Le garçon de Vila Cruzeiro se retrouve entouré entre autres de Javier Zanetti, Francesco Toldo, Clarence Seedorf, Christian Vieri, Luigi Baggio et le grand Ronaldo, au Fenomeno. Héros brésilien légendaire considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur attaquant de pointe de l'histoire du football. La pression se mêle au frisson de l'excitation. Il est annoncé comme le digne successeur de son compatriote qui peine à se soigner d'une blessure au genou. Adriano se met alors à rêver de grandeur. Il peut inscrire son nom en gras dans la légende du sport qui le passionne depuis sa plus tendre enfance. Fierté inconditionnelle de son père. Il marque son premier but le 16 septembre contre le Venezia, mais l'adaptation à ce nouvel environnement est difficile. Quand on pense jeune footballeur transféré dans un grand club européen, on pense d'abord argent, succès,
bonheur que peut représenter l'acquisition de ce statut et les bénéfices matériels qui en découlent. Ce qu'on oublie souvent, c'est que tous ces gamins prodiges du football transférés à l'étranger partent loin de chez eux, loin de leur famille, de leurs amis et de leur lieu de vie. Ils doivent souvent s'habituer à une nouvelle langue, une nouvelle culture, de nouvelles coutumes, loin du socle social qui les a construits. On attend d'eux qu'ils performent rapidement sans leur laisser le temps de devenir des adultes, leur donnant beaucoup de responsabilités, de pression et d'argent tout en méprisant leur développement et leurs émotions. Ils sont souvent annoncés comme le nouvel Intel avant même d'avoir eu la chance d'exister par eux-mêmes. Si le rendement est là, tant mieux. S'il n'est pas là, vous partez. La vie en Europe est donc un bouleversement pour le jeune Brésilien. Les rues sont silencieuses, les gens ne se saluent pas, chacun reste à distance. Son premier Noël passé à Milan est un choc. Un moment difficile, loin de tout ce qu'il connaît. La fin d'année a toujours été sacrée dans sa famille. Un temps de rassemblement, de chaleur, de foule. Chez lui, on réunissait tout le monde. À Villa Cruzeiro, la rue Neuve où il vivait débordait de vie. Parce que Mirinho était cet homme-là. Un point d'ancrage pour le quartier rassemblant les âmes autour de la famille Ribeiro. C'est là que la tradition est née. Le soir du réveillon, ce n'était pas une maison qui fêtait Noël, mais toute la favela, rassemblée devant sa porte. Il subit de plein fouet cette période hivernale, ne ressentant aucune envie de sortir et de faire la fête. Il trouve pourtant du réconfort auprès de son coéquipier néerlandais, Clarence Seedorf. Lui et sa femme l'invitent à venir célébrer Noël avec eux. Il y passe quelques heures avant de rentrer, appeler sa mère qui est entourée de la famille, des amis, de toute la favela, de rire, de joie et de bonheur. Tous présents, sauf lui. Il vide une bouteille de vodka en raccrochant, submergé par le mal du pays, de la mélancolie et de la tristesse. Saudade. Il est là où il a toujours rêvé d'être et peut enfin subvenir à la vie de ses proches, tout en étant loin d'eux au moment où il en a le plus besoin. Paradoxe dont seule la vie a le secret. L'adaptation ne se fait pas comme l'Inter l'espérait. Adriano peine à montrer son niveau et est par conséquent prêté à la Fiorentina l'année suivante, ce qui malheureusement n'empêchera pas la relégation du club florentin. Il est prêté une nouvelle fois en 2002 à l'équipe de Parme, portant ainsi la célèbre tunique jaune et bleue, couleur de son premier maillot à l'équipe Hang à la Favela. Clin d'œil une nouvelle fois de la vie. Et comme le disait l'écrivaine Maya Angelou, le succès, c'est de s'aimer, d'aimer ce que vous faites et d'aimer comment vous le faites. Adriano s'envolera cette année-là, marquant 24 buts en 37 matchs disputés. En 2003, l'Inter et Parme entrent dans un accord de copropriété sur Adriano. Cela signifie qu'Adriano joue à Parme, mais les deux clubs possèdent ses droits. Ce n'est ni un prêt simple, ni un transfert définitif. En janvier 2004, le club milanais décide de mettre fin à ce deal et de faire revenir la nouvelle superstar du calcio. L'opération leur coûtera 20 millions d'euros. Adriano prend le mythique numéro 10 et endosse pleinement l'aura et le destin qui l'accompagnent, s'apprêtant à devenir l'imperatore, l'empereur, celui qui partira en conquête pour les Nerazzurri, le club bleu et noir. 1er février 2004, lors de son retour officiel avec l'Inter contre Siena, Adriano éclate. Il inscrit 2 buts dès ce match, montrant qu'il est revenu dans une très grande forme dès l'entame. L'Inter gagne 4-0. Puis le 4 février, contre le club ennemi, la Juventus de Turin, en match aller de la Coupe d'Italie. Après 2 minutes 40 de jeu, Adriano reçoit un ballon dans la surface, contrôle froidement, frappe, but pour l'Inter. Puis égalisation de la Juventus à la 6e minute. Le match s'annonce explosif. 33e minute, centre de l'Inter à gauche de la surface, tête d'Adriano. Encore lui. Le match finit en égalité, mais personne ne peut ignorer. Le géant prodige brésilien montre à tous qu'il n'est pas revenu pour faire de la figuration. Il marque 12 buts, toutes compétitions confondues, de janvier à mai 2004. Il est bien là pour briller et dominer. Le 8 juillet 2004, le Brésil fait son entrée dans la Copa América, compétition rassemblant 12 pays d'Amérique du Sud. Ils affrontent en ouverture le Chili, qu'ils battent 1-0 sur le gong, d'un but à la 90e minute. Puis le 11 juillet 2004, ils font face au Costa Rica. Triplé d'Adriano, qui ne laisse aucune chance à ses adversaires, trop grand, trop puissant, trop précis. L'attaquant est inarrêtable. Le Brésil gagne 4-1. Malgré une défaite sur le dernier match de poule contre le Paraguay, les coéquipiers d'Adriano se qualifient pour les quarts de finale contre le Mexique. Le 18 juillet, il ne laisse aucune chance aux Mexicains. À la 28e minute, Adriano s'élance, frappe, le gardien est en retard, penalty. But d'Alex. 65e minute,
Adriano reçoit le ballon, lève la tête, fixe le gardien, frappe surpuissante à ras de terre. But. 75e minute, Adriano récupère, 2 défenseurs sur lui, le gardien se projette, c'est trop tard. But. 87e, frappe à 30 mètres du Brésil, le gardien ne peut s'en saisir, Adriano bondit sur le ballon, frappe, la balle s'éloigne. Il est en premier dessus, avant le gardien, talonnade pour son coéquipier Oliveira, but. Le Brésil est inarrêtable. Adriano est partout. Aussi dangereux que précis, aussi puissant qu'agile, aussi joyeux que concentré. Il joue comme à l'époque de Cruzeiro. L'époque où son père, son mentor, son idole l'amenait au terrain des journées durant. Il joue, s'amuse, marque, rend fier les siens. Sa passion n'a d'égal que son talent. Direction la demi-finale. Le 21 juillet 2004, Estadio Nacional, Lima. Le Brésil affronte l'Uruguay dans un match au sommet. L'équipe qui gagne ira en finale, affronter la terrible Argentine de Roberto Ayala et de Marcelo Bielsa. Pas le droit à l'erreur. Le match est serré, les deux équipes jouant le tout pour le tout sur chaque action. 22e minute. Coup franc pour l'Uruguay à 35 mètres, qui trouve la tête de Sousa. 1-0. Fin de la première mi-temps. Le Brésil doit être plus incisif, plus combatif. Le match reprend. 46e minute, Alex Fabiano s'écarte à droite, lève la tête, centre à ras de terre sur Adriano. But. L'empereur, toujours lui, délivre ses coéquipiers. Le match finit sur le score de 1 partout. Tir au but. Adriano marque son pénalty sans trembler. L'Uruguay finit par lâcher. Le Brésil l'emporte. Direction la finale. 25 juillet 2004, Estadio Nacional, Lima. Les deux frères ennemis du continent sud-américain sont face à face. Le stade est en ébullition. L'air ambiant est lourd, les bouches sont sèches, les regards sont vides. Pas le droit de perdre aujourd'hui. Le match débute avec intensité. Adriano tente une percée dès la 2e minute. Dribble, projection vers l'avant, il atteint la surface avant de se faire stopper. Le géant brésilien manque de réaliser l'exploit dès l'ouverture du match. Puis sur une frappe enroulée à droite de la surface 10 minutes plus tard. Il impose sa puissance, sa technique aux Argentins sans réussir à marquer. 19e minute, faute dans la surface du Brésil, pénalty pour l'Argentine. But. Les fautes s'enchaînent, un vrai match rugueux et engagé à la sud-américaine. 46e minute, coup franc pour le Brésil, tête croisée de Luisao. But. 1 partout. Le match reprend, toujours avec autant de ferveur, les actions pleuvent des deux côtés, le scénario peut basculer à tout moment. 87e minute, l'Argentine centre dans la surface brésilienne, contré, le ballon est relancé, non. Il revient sur l'Argentin Delgado, à droite de la surface, contrôle, frappe croisée, but. 2-1 pour l'Argentine à 3 minutes de la fin du match. Cruel destin pour les coéquipiers d'Adriano, voyant leur rêve de gloire s'éloigner. Les dernières minutes du temps réglementaire défilent. Le jeune Argentin Carlos Tevez s'amuse à emmener la balle dans le coin brésilien, dribble et provoque les joueurs adverses. Cette finale est pour eux. 93e minute, dernière percée brésilienne pour l'espoir et l'honneur de tout un peuple. Centre dans la surface, Luis Fabiano s'emmène la balle à l'arrière du pied, elle retombe sur le côté, contrôle du pied gauche, frappe d'Adriano. But. La foule explose, le banc brésilien se rue sur le terrain. Adriano retire son maillot, court, crie de rage, en transe de la libération qu'il vient d'offrir à son équipe. L'empereur, le gamin de Villa Cruzeiro, offre à son père, sa mère, son quartier, sa ville, son pays, son peuple, l'espoir de gagner cette finale. Le match va au tir au but. Adriano, en exemple, marque le premier sans trembler. Le gardien brésilien fera le reste. Le Brésil l'emporte. Adriano Leite Ribeiro finit meilleur buteur de la compétition. Inscrit pour l'éternité son nom sur les tablettes de la gloire brésilienne. Le gamin de Villa Cruzeiro devient le héros de tout un peuple, des fans de football, des amoureux du sport et de toute une génération. Il dédiera ce titre à son papa, souffrant depuis quelque temps selon ses mots. Ce titre appartient à mon père, il est mon meilleur ami dans la vie. Sans lui, je ne suis rien. Il retourne à Milan en héros, retrouver ses coéquipiers, fêter son titre et préparer la prochaine saison. 9 jours après la plus grande gloire de sa vie, après avoir gagné cette Copa América historique, le 3 août, le téléphone sonne. Adriano, ton père a succombé à une crise cardiaque. Mourinho est parti. Le sol s'effondre. Le monde, son monde, vient de basculer.
Son coéquipier Javier Zanetti décrira la scène comme terrifiante. Il a jeté le téléphone, pleuré, hurlé, des cris qui lui donnent encore la chair de poule aujourd'hui. Son papa, son modèle, celui à l'origine de son amour pour le foot, l'ancien de Villa Cruzeiro, homme respecté et père aimant, personne la plus importante dans la vie d'Adriano, s'en est allé. Zanetti et Roberto Mancini, l'entraîneur de l'Inter, décideront de s'occuper d'Adriano comme un frère, afin de l'aider à traverser cette tragédie. Mais Zanetti confiera que tout a changé à partir de ce coup de téléphone. Son père était très investi dans la carrière du Brésilien, lui donnant un cadre et une ligne directrice, loin des excès et des pièges de ce milieu. Mais quand le phare n'éclaire plus les ténèbres, comment continuer à avancer, à aimer ce jeu, à vivre loin des siens quand l'un de vos piliers vient de décéder? Adriano rentre dans une phase complexe, une dépression silencieuse, un deuil qui lui semble impossible à surmonter. Un combat qu'elle affronte à coups de fête et d'alcool. Pour autant, son début de saison est excellent. Triplé contre le FC Porto en Ligue des Champions, dernier vainqueur de la compétition, il enchaîne but sur but en Italie. Ses prestations sont à la hauteur du titre qu'il vient de remporter. Mais nous savons tous qu'il y a une différence entre l'être et le paraître. Et même si les résultats sont présents, Adriano, au fond de lui, n'est que l'ombre de lui-même. Il arrive en retard ou ivre aux entraînements, va de plus en plus en soirée et trouve refuge dans l'alcool. Beaucoup d'alcool. Il dira plus tard ne se sentir heureux que lorsqu'il boit. La deuxième partie de saison est plus irrégulière. Des absences, des kilos en plus, des fêtes, un renfermement sur lui-même de plus en plus présent. Moins de buts. Il est quand même sélectionné pour la Coupe des Confédérations qui se joue en Allemagne. Porter le maillot de l'équipe nationale est toujours un moment spécial. L'occasion de couper avec le quotidien du championnat italien, de retrouver ses coéquipiers brésiliens, de parler la même langue, vivre la même culture. Un retour aux sources bienvenu dans un contexte de plus en plus néfaste pour l'attaquant. Lors de cette compétition, il retrouve sa flamme et brille de nouveau. Sa puissance, son sens du but et sa technique sont redoutables. Il impose une pression colossale sur les défenses de chaque équipe. Adriano fait honneur à son peuple, sa famille et compte bien offrir ce titre à son pays. Il marque contre la Grèce en match de poule, aide à la qualification du Brésil pour les phases finales et marque un doublé contre l'Allemagne en demi-finale. Le pays hôte est désemparé devant la ferveur de l'attaquant interiste et de cette redoutable armada qui aligne aussi Ronaldinho, Kaká, Emerson, Robinho et Roberto. Le Brésil se qualifie pour la finale, encore une fois contre le frère ennemi, l'Argentine. Mais il n'y aura pas de tir au but cette fois. Il n'y aura pas de tension, pas d'hésitation, pas de long combat vers la victoire. Très vite, crochet, missile d'Adriano, 1-0. Dribble, but de Kaká, 2-0. Centre, reprise de volée, but de Ronaldinho, 3-0. Centre dans la surface, tête d'Adriano, 4-0. Les buts pleuvent. Score final, 4-1. Victoire de la Seleção. Le titre est là, la joie, l'émotion. Interlude magique dans une vie brisée. L'euphorie est éphémère et reprend la descente aux enfers. D'un point de vue extérieur, pourtant, Adriano est à son prime. Pour le grand public, rien ne laisse présager que le géant brésilien est sur la pente descendante. Il vient d'enchaîner 2 saisons historiques, ses stats sont impressionnantes et les autres joueurs en parlent comme d'un monstre physique et technique. Une bête inarrêtable, capable de marquer dans tous les angles et de toutes les distances. En avril 2006, Konami a en fait l'icône du jeu PES6 et l'idole d'une génération capable d'envoyer des missiles grâce à ses 99 de puissance de tir. Mais la réalité est bien différente. L'être et le paraître sont toujours 2 faces opposées d'une même pièce. Les excès, les sorties nocturnes, l'alcool et les manquements à l'entraînement commencent à l'éloigner de son équipe. Cependant, même amoindri, Adriano reste une anomalie et l'Inter remporte le Scudetto, le championnat italien. Il marque 19 buts, toutes compétitions confondues. Puis arrive le Mondial 2006. Malgré la force que lui confère le maillot du pays, le joueur n'est plus le même. Il n'arrive pas à imposer son style et en quart de finale, le grand Brésil tombe sur un os. Zinedine Zidane. Le français se joue de chaque joueur brésilien comme s'ils étaient des débutants. Ni Ronaldinho, ni Ronaldo, ni Adriano ne peuvent arrêter le capitaine de l'équipe de France. Désillusion et retour au point de départ. Saison 2006-2007, l'Inter monte en puissance. Adriano, lui, perd un peu plus de sa lumière. Il est souvent remplaçant au profit d'autres attaquants comme le jeune Zlatan Ibrahimovic ou Crespo. Il ne marque que 6 buts, toutes compétitions confondues.
L'attaquant participe encore au succès collectif, mais son rendement incisif des années précédentes s'est estompé. L'âme du joueur s'est brisée, son envie est partie. En décembre 2008, l'Inter lui propose de rentrer au Brésil, afin de prendre du temps pour lui, se ressourcer et revenir plus fort. Malheureusement, ce retour plonge un peu plus Adriano dans la noirceur, l'alcool et les mauvaises fréquentations. En avril 2009, l'Inter confirme que le joueur n'est pas revenu d'un rassemblement avec la sélection brésilienne et qu'il n'a signé aucun contrat avec le club à son retour attendu. Le 24 avril de cette même année, l'Inter annonce la résiliation du contrat d'Adriano, d'un commun accord, mettant fin à près de 8 ans d'association entre le joueur et le club. Son déclin sportif, son désengagement, son manque de professionnalisme, ses problèmes personnels et cette volonté d'autodestruction ont mené à la fin de l'aventure milanaise. En mai 2009, Adriano revient à Flamengo, là où tout a commencé. Près de sa famille, sa favela, de ses amis, de la joie et le bonheur qu'il a connu lors de son enfance. Il retrouve son meilleur niveau, avec 34 buts toutes compétitions et devient l'un des meilleurs buteurs cette année-là, en jouant un rôle crucial dans le titre de Flamengo dans le championnat brésilien. Après cette belle saison, il retourne en Europe, à la Roma, galvanisé de cette année passée, convaincu que le plus dur est derrière lui, convaincu qu'il peut redevenir l'Imperatore. Terrible désillusion. Il est écarté de la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2010, le sélectionneur citant des absences répétées aux entraînements et un surpoids préoccupant. Il affiche environ 106 kilos. Il enchaîne blessures et problèmes disciplinaires à la Roma. Le transfert est chaotique à tel point que son contrat est rompu dès mars 2011. Retour au Brésil. Il enchaîne dans plusieurs clubs, les Corinthians, Flamengo, l'Atlético Paranaense, et met fin à sa carrière en 2016 au Miami United, dans le championnat américain. Le 16 décembre 2024, il fait ses adieux lors d'un match au célèbre stade du Maracanã, 8 ans après son dernier match pro, en présence d'anciens coéquipiers et de son fils Adrianinho. Lors de cet événement, un message de son papa recréé par IA est diffusé sur les écrans du stade, félicitant ses titres et sa carrière. La boucle est bouclée. Aujourd'hui, Adriano passe le plus de temps possible auprès des siens, dans la favela qu'il a vu grandir, souvent avec un verre à la main. En novembre 2024, il accorde une interview à la tribune, The Players Tribute, sobrement nommée Lettre à Villa Cruzeiro, dans laquelle le joueur parlera de lui en ces termes. Sais-tu ce que ça fait d'être une promesse ? Moi je sais. Y compris une promesse non tenue. Le plus grand gaspillage du football. Moi. J'aime ce mot gaspillage. Pas seulement à cause de la sonorité, mais parce que je suis obsédé par l'idée de gâcher ma vie. Je suis très bien comme ça, dans un gaspillage frénétique. J'aime ce stigmate. Je ne prends pas de drogue, comme ils essaient de le prouver. Je ne suis pas un criminel, mais j'aurais bien sûr pu l'être. Je n'aime pas les boîtes de nuit. Je vais toujours au même endroit dans mon quartier, le kiosque de Nana. Si tu veux me rencontrer, passe me voir. Je bois tous les 2 jours, ouais, et les autres jours aussi. Comment une personne comme moi en arrive-t-elle à boire presque tous les jours ? Je n'aime pas me justifier, mais voici une explication. Je bois parce que c'est pas facile d'être une promesse non tenue. Et c'est encore pire à mon âge. En conclusion, aujourd'hui, beaucoup de fans de foot et de sport en général minimisent le rôle de la santé mentale chez les athlètes de haut niveau. L'histoire d'Adriano nous rappelle brutalement que le talent ne suffit pas. Sa vie nous amène à nous questionner sur plusieurs sujets. Quel est le rôle du soutien psychologique dans le sport de haut niveau ? Et qu'est-ce qu'on perd quand il n'y en a pas ? Jusqu'où le succès protège ou pas des blessures internes ? Peut-on revenir après un traumatisme ? Et surtout, qu'est-ce que revenir signifie ? L'histoire d'Adriano est un parfait exemple de ce que l'on a nommé au début des années 2000 l'unresolved grief, ou deuil non résolu. Pour vous donner un peu de contexte sur ce concept, et je vais volontairement vulgariser, Freud expliquait à l'origine qu'il y a 2 types de deuil. Le premier, un processus naturel, progressif, où l'individu accepte la perte. Et le deuxième, la capacité à détacher l'énergie psychique de l'objet perdu, une douleur qui ne s'éteint pas, posant ainsi les bases de compréhension du deuil pour les années à venir. En 1969, le psychiatre britannique John Bowlby, dans son ouvrage Attachment and Loss, explique notamment que le deuil est directement lié à la façon dont l'individu a appris à s'attacher. La perte d'une figure d'attachement centrale peut entraîner un blocage émotionnel durable. Elizabeth Kubler-Ross
psychiatre américaine, dans son ouvrage On Death and Dying, viendra elle poser le modèle que l'on connaît, les 5 étapes du deuil. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Elle ne parle pas directement de deuil non résolu, mais elle décrit ce qui se passe quand quelqu'un reste coincé dans une de ces phases, ce qui deviendra le fondement de la notion de deuil non complété ou non intégré. Ce n'est que vers la fin des années 90, début des années 2000, que le concept de deuil non résolu se formalise avec les avancées en psychologie clinique, notamment grâce à Margaret Straub et Hank Schutz, qui créent le Dual Process Model, montrant que le deuil non résolu apparaît lorsqu'une personne ne parvient pas à osciller entre les deux pôles que sont la perte et la restauration. Holly Pridgerson, quant à elle, est la chercheuse qui a le plus contribué à la reconnaissance scientifique du concept. Elle formalise le deuil prolongé, le deuil compliqué et le deuil non résolu, dont elle donne des critères mesurables. Elle publie d'ailleurs en 2009 un article majeur proposant des critères de diagnostic qui seront plus tard intégrés dans les manuels psychiatriques et reconnaîtront officiellement le Prolonged Grief Disorder, trouble du deuil prolongé. C'est un processus de deuil qui se bloque, empêchant l'intégration émotionnelle de la perte. On observe généralement une douleur persistante, des années après la perte, une incapacité à accepter la réalité, un attachement excessif à la personne disparue, des conduites d'évitement, alcool, travail, isolement, l'impossibilité de retrouver un fonctionnement normal. En définitive, la personne ne fait pas le chemin du deuil. Elle tourne malheureusement autour de la perte sans la traverser. Adriano était un jeune prodige, un joueur fantastique, entouré de proches qui l'aimaient et le faisaient grandir. Sa faiblesse n'a pas été son mental, mais un cœur beaucoup trop gros pour encaisser le traumatisme qu'a été la perte de son père. Son modèle. Homme dont il a beaucoup de mal à évoquer le prénom sans que sa gorge se noue et que ses yeux se mettent à briller. Il nous rappelle que, aussi grand, puissant, riche et talentueux que vous êtes, personne n'est à l'abri, et que la vie peut donner autant qu'elle reprend. Qu'être fort, c'est souvent apprendre à surmonter, à se reconstruire, à devenir, pour de nouveau exister. Que la reconstruction affiche de nombreux visages et que la personne que vous étiez hier sera probablement différente de celle que vous serez demain. La légende du gamin de Villa Cruzeiro demeurera à jamais éternelle. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur la carrière d'une légende du football. Sa vie fut chargée de moments exceptionnels et dramatiques. Bien évidemment, tout n'a pas été narré. Je vous invite à regarder ses matchs, écouter ses interviews et apprendre davantage sur un homme dont le destin était plein de promesses. Encore une fois, la santé mentale est un sujet pour tous. Si vous traversez une période difficile, si vous pensez ne jamais vous en sortir, des solutions existent. Il suffit parfois de parler. Si ce podcast vous a plu, je vous laisse vous abonner sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Instagram et autres plateformes. Likez, commentez, partagez. Merci du soutien et à très vite dans Éternel.